et qui sont arrivés. Alors, nous poursuivons nos travaux en recevant Madame Catherine Corsini. Vous êtes réalisatrice reconnue avec une longue filmographie derrière vous et plusieurs récompenses, nominations ou sélections dans le cadre de grands festivals. Vous êtes accompagnée de Madame Elisabeth Pérez, votre productrice. Bonjour à vous deux. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Les polémiques qui ont émaillé la sélection de votre dernier film, Le Retour à Cannes, et les éléments révélés par la presse suscitent bien sûr l'intérêt de notre commission d'enquête car il nous semble être très symptomatique de ce que vit aujourd'hui le cinéma français. Nous y reviendrons et cette audition permettra d'y revenir en détail. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est transmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges durant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, à lever la main droite, à le dire micro ouvert, je le jure, et à éteindre votre micro. Merci. Je le jure. Je le jure. Merci mesdames pour ce serment. Je vous propose de vous donner la parole pour un propos liminaire si vous le souhaitez. Merci. Alors, bonjour, rebonjour. En préambule, j'aimerais donc vous présenter mon parcours et revenir sur mon dernier film. Dès le lycée, j'ai voulu être actrice. Je suis montée à Paris, mais très vite, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à jouer le jeu de la séduction dans lequel on enfermait les actrices. On me renvoyait des réflexions désagréables, voire violentes, sur mon manque de féminité. Je devais cacher mon homosexualité qui était totalement taboue chez les actrices à mon époque. J'ai renoncé, je me suis tournée vers la mise en scène. Je n'avais pas de formation, pas de connexion dans ce milieu, mais l'envie très forte de raconter des récits qui n'enfermaient pas les femmes dans des clichés. J'ai tourné mon premier court-métrage en 1982. Et oui, ça fait un bail. Avec de l'argent public. J'ai croisé d'autres jeunes réalisatrices en pleine d'ambition. Quelques années plus tard, la plupart d'entre elles avaient arrêté. C'était extrêmement difficile d'exister dans un monde où les décideurs, les producteurs, les critiques étaient principalement des hommes et parfois uniquement des hommes. Il y avait 3 réalisatrices phares, Chantal Akerman, Marguerite Duras, Agnès Varda, pour une centaine de réalisateurs. Il a fallu mener une bataille pour passer de 6% de femmes cinéastes en 1985 à environ 30% aujourd'hui. J'ai travaillé à cette transformation, j'ai pris une part active dans des associations de cinéastes pour promouvoir la parité et la diversité. J'ai essayé de mettre en valeur les films des réalisatrices quand l'occasion m'en était donnée. Pendant longtemps, les réalisatrices n'avaient pas droit à l'erreur. Elles devaient faire des films réussis, sinon elles disparaissaient. Pour ma part, j'ai dû me cantonner à faire des films modestes, à petit budget. Je ne me suis pas autorisée à rêver de films plus ambitieux. Quand j'ai fait mon premier long métrage à 30 ans, j'ai dû accepter de travailler avec une majorité de techniciens hommes que la production m'avait imposé. Ça a été un arrachement de ne pas pouvoir travailler avec les femmes et les gens de mon âge que j'avais envisagés à certains postes. On m'a imposé des choix avec lesquels je n'étais pas d'accord et auxquels je n'ai pas pu résister. Le film m'a échappé et je me suis fait la promesse de ne plus jamais accepter ça. Je pensais ne plus refaire de film. Je suis passée par la case télévision. J'ai un succès qui m'a permis de revenir au cinéma, de me sentir plus armée pour imposer mon point de vue. Cela m'a donné une forme d'intransigeance et parce que je défendais mes convictions, j'ai eu la réputation d'avoir une grande gueule et d'être une emmerdeuse. Ce qui apparaît comme des qualités chez les hommes est souvent péjoratif et dévalorisant chez les femmes. Je pense ne pas être la seule à souffrir d'une réputation. Ce sont des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas maîtriser, d'autant plus qu'on est une femme et qu'on est homosexuel. Au fond, je crois être directe, franche, je n'aime pas le conflit, je ne m'en nourris pas. Les critiques de mes films ont parfois été bien humiliantes et misogynes. Je me souviens de cette phrase sur mon premier film, « Corsini filme comme un homme ». Le dernier papier des Cahiers du cinéma sur le retour était d'une violence inouïe. Le journaliste l'a d'ailleurs modifié après la seule et unique réponse que j'ai faite à un journaliste tellement j'étais choquée. Je lui ai écrit en effet. Il m'a reproché de ne pas savoir filmer une scène de cunilingus dans sa durée comme Keshish et de me targuer d'avoir un caractère de peau de vache comme Piala sans en avoir le talent. Je vous laisse apprécier. D'ailleurs, pourquoi ces comparaisons toujours avec des hommes? Pourquoi ce journaliste a-t-il tenu à écrire cet article alors qu'une journaliste femme de sa revue aimait plutôt le film, sinon par pure misogynie? Malgré cela, le cinéma a représenté pour moi un espace de liberté. Je pouvais raconter mes propres histoires et sortir les actrices de ces injonctions de séduction où elles étaient souvent réduites.
Dans mes films, j'ai abordé à la fois les rapports de classe, l'homosexualité, l'émancipation et l'indépendance des femmes, donc de fait les rapports de domination et de violence et le déterminisme social et culturel. Je me suis sentie d'emblée très concernée dans la façon de représenter les femmes. J'ai du désir pour les actrices et les acteurs, et il en faut pour les filmer, pour porter un projet. Mais c'est un désir qui n'a évidemment rien à voir avec le désir sexuel. Le mot désir renferme plusieurs sens. C'est un débat important, cette question du désir, que vous avez abordé ici, et je ne vois pas de mot aussi fort pour définir l'élan, la volonté et la conviction qu'il faut pour aller chercher et montrer la beauté chez les gens qu'on filme. Enquiller des plans, c'est facile, mais amener un acteur vers un personnage, faire advenir des émotions, l'accompagner, ça demande de l'attention. Il y a des scènes qui nécessitent de la tension, d'autres de la précision, d'autres du lâcher-prise, et des scènes qui nécessitent de la douceur avec les comédiens. Quand je tourne des scènes d'amour, ce ne sont jamais les premières scènes qu'on tourne dans un film. J'ai déjà un rapport de confiance plus ou moins fort avec les acteurs. On a même déjà parfois une certaine familiarité. Ils savent ce que je vais filmer de leur anatomie. Ils savent que le nombre de prises sera limité. On a réfléchi ensemble à la scène. Ils ne sont pas soumis. Ils m'ont dit leurs limites et je respecte ce pacte. Parfois on tâtonne, parfois parce que la réalité d'un plan n'est pas forcément ce qu'on avait imaginé. On change un peu les choses, mais il m'est même arrivé d'abandonner des plans et de faire autrement, mais je n'ai jamais volé l'intimité d'un acteur ni brutalisé un acteur. Je ne filme pas des scènes crues, je filme avec respect, je crois, et je ne montre jamais les acteurs dans des situations avilissantes et dégradantes. Je leur demande après chaque prise si tout va bien, si on peut refaire une autre prise. Ce sont des scènes qui demandent une attention et une délicatesse particulière. Notre métier est artisanal et précaire. On n'est jamais sûr de pouvoir refaire un film et on doit faire ses preuves en permanence. Il m'a fallu du temps pour que je me considère comme cinéaste. Je me suis sentie illégitime longtemps et c'est malheureusement un mécanisme à l'œuvre chez beaucoup de femmes. Il m'a fallu du temps pour avoir un peu de reconnaissance. Grâce à l'arrivée de camarades réalisatrices, de productrices et de techniciennes sur les plateaux, je me suis sentie moins isolée. J'ai eu le sentiment que mes films avaient parfois compté pour elles et ça m'a fait du bien. Faire un film, c'est 2 ou 3 ans de sa vie, parfois plus. On arrive souvent sur un plateau lessivé, fatigué. Il a fallu écrire, avoir de bonnes et de mauvaises réponses, préparer, couper des scènes pour entrer dans l'économie du film, perdre des décors au dernier moment, manquer d'argent, de temps. Je suis fébrile sur un plateau, je peux passer de la joie au stress. Je ne suis pas un manager, je suis une petite artiste et je compose avec mes émotions. Mes tournages sont devenus paritaires depuis une dizaine d'années et il s'est formé au fil du temps un noyau de proches collaborateurs et d'amis. Mais une équipe, ça s'agrandit, ça se renouvelle un peu à chaque tournage. Mes plateaux sont joyeux, un peu bordéliques, mais aussi studieux. Enfin, c'est ce qu'on m'en dit. La plupart des techniciens reviennent tourner avec moi, avec plaisir, je crois. Sur mon dernier film, j'ai choisi de prendre des inconnus ou des actrices débutantes pour les rôles principaux. Les personnages étaient des femmes noires pour le besoin du scénario. Je savais que cela voulait dire moins d'argent. Pour que le film marche un peu, il fallait que ces actrices soient formidables et le film aussi. Je sortais d'un succès, La Fracture, des acteurs connus m'avaient approché, mais j'ai choisi de prendre ce risque, de faire ce pari par choix politique. Je voulais prendre la question du manque de diversité au sérieux et pas toujours me plaindre de l'entre-soi sans rien faire. Nous avons réuni, avec Elisabeth et moi, une équipe à 70% féminine. Tous les chefs de poste étaient des femmes, sauf un. Je voulais donner de la visibilité à un personnage de jeune lesbienne noire et faire rejouer une actrice qui avait débuté dans La Fracture et qui était toujours aide-soignante malgré un César du second rôle. Toutes ces bonnes intentions se sont retournées contre moi et je me suis retrouvée accusée de choses contre lesquelles je luttais depuis des années. J'ai été dévastée par des rumeurs, des amalgames et des approximations répétées. Je voudrais reprendre l'historique, même si c'est un peu long, il me semble nécessaire pour vous donner mon point de vue. 1 mois avant le tournage, après quelques jours de répétition, je me suis séparée d'une jeune femme de 19 ans que j'avais choisie pour interpréter un de ses rôles principaux. Son parcours correspondait beaucoup à mon personnage, mais elle n'arrivait pas à reproduire ce que j'avais trouvé bien aux essais. Tout restait assez cérébral et pour tout dire un peu récité. Elle ne comprenait pas ce qui était de l'ordre de sa propre émotion ou du jeu. En fait, je l'ai sentie vite trop fragile et nous manquions de temps pour la faire progresser. Quand je lui ai parlé de mes doutes sur son jeu pour la première fois, elle m'a dit qu'en effet, elle n'était pas bien lors de la dernière répétition parce que dans une scène de danse, le coach l'avait serrée de trop près, ce qui l'avait surprise. Mais elle en avait parlé avec lui, il s'était excusé et le chapitre était clos. Après réflexion, avec l'ensemble de l'équipe, nous avons décidé de la remplacer.
Un film m'engage auprès des partenaires financiers. La décision était difficile, mais je ne pouvais pas me permettre de prendre ce risque. Je m'étais trompée. Ouais. Elle en a été extrêmement blessée. C'est difficile de trouver les mots justes pour dire à une personne qu'on ne la trouve pas bonne. Je me suis excusée, lui ai dit qu'il arrivait de se séparer d'un acteur avant un tournage. Dans le sens inverse aussi, un acteur peut être amené à partir. Ça m'est arrivé. Elle n'a pas voulu l'admettre. Elle s'est mise à pleurer en invoquant l'agression sexuelle présumée du coach comme raison de son éviction. C'est la première fois qu'elle employait ce terme. Elle a essayé de convaincre avec insistance d'autres actrices de quitter le film, ce qu'elles n'ont pas voulu faire. La production a pris très au sérieux son signalement. Il y a une enquête interne confidentielle à laquelle je n'ai pas participé, comme Libération l'a écrit par la suite. De fait, la jeune fille et le coach n'ont plus été en présence et les autres actrices ont bien voulu continuer le travail avec lui. Il reste que la déception pour la jeune femme n'a pas disparu, déception qui s'est muée en colère. Après le tournage, elle a été voir des journalistes, elle a porté plainte contre X pour agression sexuelle, donc pas contre le coach, comme cela a été dit dans la presse. Elle a assigné au prud'homme la production, réclamant une somme faramineuse. La procédure s'est clôturée au stade de la conciliation. Les conséquences pour le coach par la suite, c'est qu'il s'est fait écarter d'un tournage sans autre raison que ce qui a été écrit sur lui et il n'a plus travaillé depuis. Il y a eu un autre signalement d'un geste présumé déplacé pendant le tournage qui a donné lieu à une enquête interne pour laquelle la plus jeune actrice n'a pas voulu donner suite. Dans l'ensemble, le tournage s'est bien passé. On avait des conditions de travail et des lieux de tournage idylliques. L'équipe était ravie. J'ai fait une chose qui se fait peu. Tout le monde avait accès aux rushs du film, même les stagiaires. Pour moi, cela fait partie aussi de l'horizontalité, de considérer que tous les techniciens ont droit de voir les rushs d'un film auquel qu'ils sont en train de fabriquer. J'y tenais, même si au final, ce sont les techniciens habituels qui les ont regardés. Au fil de l'avancée du tournage, il y a eu quelques tensions. Un conflit avec un technicien qui refusait de s'adapter à notre manière de travailler avec ma chef opératrice. Une technicienne qui vivait mal une situation intime sur le plateau a décidé de partir. Je lui ai dit une phrase malheureuse et malgré mes excuses, ça n'a pas aidé à la retenir. Puis j'ai eu des problèmes avec le réglage de la figuration qui ont engendré 3 disputes, 3 emportements sans gravité avec mon assistante et le départ anticipé du chargé de figuration à une semaine de la fin. À partir de ce départ, tout s'est emballé et percuté. Le signalement fait par la plus jeune actrice du geste déplacé est devenu une rumeur de viol que la production et moi aurions ignoré. Des dénonciations ont été faites à l'extérieur aux institutions dans des termes les plus exagérés pour dire que je maltraitais mon équipe et qu'il se passait des faits, je cite, très graves de violence et harcèlement sur le tournage, ce qui s'est avéré faux après les témoignages de la majeure partie de l'équipe au moment de Cannes, les contrôles et les enquêtes. Quand on arrive sur un tournage et qu'on n'a pas tourné depuis 3 ou 4 ans, on a le tract. Enfin, moi, j'ai le tract. Sur un plateau, on a une pression énorme de réussir le film. Sur ce tournage en particulier, on devait courir d'un endroit à l'autre, être très mobile pour avoir la bonne lumière du soleil. On avait très peu de temps pour tourner les scènes et cela engendrait de fait de la tension. Un plateau, c'est un petit village. Il y a des gens qui s'entendent, d'autres pas, comme dans la vie. Il y a aussi beaucoup d'ego, beaucoup de demandes d'amour. C'est pas si simple. Nous étions parfois 50 personnes sur le plateau. Il n'y a pas des bons et une méchante. Les égos sont partout, les frustrations aussi. Il a suffi que 3 personnes ne se sentent pas considérées comme elles l'auraient souhaité pour créer de la division. Les désaccords de travail qui sont le lot de beaucoup de tournages sont devenus soudain des affaires d'État. À part les 3 emportements avec mon assistante, je n'ai jamais manqué de respect à personne, encore moins crié contre ceux qui se sont plaints. Mon assistante s'est d'ailleurs elle-même sentie instrumentalisée par ceux qui ont choisi d'utiliser nos 3 prises de bec pour dézinguer le tournage. Cela dit, je conçois complètement que ma façon impulsive puisse heurter les personnes et je travaille pour dominer ces quelques colères qui ne sont plus acceptées aujourd'hui et c'est tant mieux. J'ai bien compris que je devais apprendre à modérer mes propres angoisses, mais je n'ai jamais maltraité mes collaborateurs. Il m'arrive parfois d'être maladroite et de manquer de délicatesse, mais si j'ai blessé des gens, c'est sans intention de perversité. Quand je m'en rends compte, je m'en excuse. Après le tournage et suite à l'enquête du CHSCT, la Driesse a appris que nous avions tourné une scène à caractère sexuel avec les 2 adolescents sans l'accord de la Driesse. Il s'agissait d'une scène rajoutée pendant le tournage. La directrice de production nous a alertés sur la nécessité d'une autorisation. Mais dans le feu de l'action, avec ma productrice, on a trop rapidement balayé cette question. Je les avais rassurés et convaincus comment j'allais filmer la scène de manière totalement simulée et inoffensive. Les acteurs ne se toucheraient pas et seraient habillés. Rien ne portait atteinte à leur intégrité.
Le tournage s'est d'ailleurs bien passé, les deux acteurs s'entendaient très bien. C'était un plaisir de travailler avec eux. La jeune actrice avait 15 ans et 9 mois, le jeune acteur 17 ans. Le tournage de la séquence a duré 25 minutes. Il n'y a eu aucune gêne de leur part, aucune gêne de l'équipe ou de remarques. J'avais expliqué les plans aux jeunes acteurs avec le coach. Pour retourner cette scène ne posait pas de problème. Le coach était présent. Un autre coach de préparation physique était également prévu pour le tournage, mais les jeunes acteurs n'en ont pas voulu. On a travaillé dans la confiance absolue. Tout était filmé en plan serré sur les visages. Effectivement, nous aurions dû signaler cette scène. Nous avons été trop légères et nous l'avons payée très cher. Nous avons appris après qu'il n'y avait pas de toute façon de procédure d'urgence à la Dries et qu'on aurait été hors délai pour demander l'autorisation. C'est une question, peut-être qu'il faudrait réfléchir à cela, qu'il y ait des procédures d'urgence, car on doit pouvoir peut-être ajouter des scènes. Je précise que la personne qui nous a dénoncé à la Dries n'était pas présente sur le plateau au moment du tournage de cette scène et a fantasmé quelque chose qui n'existe pas. Néanmoins, quand le CNC a fait le choix de nous retirer 700 000 € pour ce défaut d'autorisation, enfin de retirer à la production 700 000 €, une décision inédite et disproportionnée, la boîte de Pandore des fantasmes a été ouverte. L'énormité de l'amende a fait penser qu'on avait fait quelque chose de terrible et j'ai entendu les pires choses, les pires horreurs sur cette scène, que j'avais tourné 17 prises, une fellation non simulée avec des adolescents. J'ai été dévastée. J'ai passé tout le montage à ne pas savoir si nous pourrions terminer la post-production et ma productrice a dû batailler pendant 6 mois avec l'aide de tous les financiers et de son syndicat pour que le CNC minore l'amende pour sauver le film et son activité. Que le CNC décide de retirer une avance sur recette obtenue à l'unanimité et de maintenir une sanction de 330 000 € à l'encontre d'un film et d'une production indépendante qui défend la diversité me questionne à plein d'endroits. Une amende déjà significative de 50 000 € n'aurait pas créé un tel bazar. Est-ce par hasard que nous étions en pleine affaire Boutonnat, que le CNC a voulu être ciselé et exemplaire? L'ironie est qu'une année plus tôt, j'ai été une des premières à demander à ce que M. Boutonnat quitte ses fonctions au CNC, et ce, dès le premier jour de sa mise en examen. Je lui ai redit de vive voix lors d'une réunion interprofessionnelle. Je vous précise que ce jour-là, j'ai été la seule à le faire dans une assemblée où siégeaient plus d'une trentaine de représentants syndicaux et professionnels de notre industrie. Ce jour-là, personne n'a rien dit, personne ne m'a soutenu, personne. Puis arrive la sélection à Cannes. La joie de toute l'équipe de savoir le film sélectionné malgré la bataille de l'hiver. C'était sans compter les efforts de la CGT qui a fait suspendre le film lors du CA de Cannes et la hargne de la personne qui a envoyé des lettres anonymes, délirantes et diffamatoires à tous les festivals et les institutions du cinéma. Je m'étais battue avec acharnement contre la CGT au moment de la convention collective pour sauver les films sous-financés. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était un retour de bâton. S'en est suivi une déferlante d'articles dans la presse où les titres ressemblaient à ceux d'une presse à sensation. Corsini dans la tourmente et où tous les incidents étaient mis sur le même plan dans une grande confusion de propos rapportés où mon nom était cité entre ceux de Gérard Depardieu et de Johnny Depp. Malgré tout, le film a été réintégré dans la sélection grâce à Thierry Frémaux qui a pris le temps de vérifier qu'il n'y avait rien eu de grave, au soutien de 45 personnes de l'équipe et d'amis réalisateurs qui ont envoyé des lettres. Mais le mal était fait. La critique a semblé déçue de ne pas trouver un film sulfureux, ce qui n'était évidemment pas mon sujet. Comment un film qui donne à des actrices racisées des rôles principaux, qui les sortent de leur assignation à la banlieue, a pu être à ce point invisibilisé? Au final, ce sont malheureusement ces actrices les plus précaires, celles que le cinéma aurait pu aider, dont le travail aurait pu être connu, qui ont été invisibilisées. Le film a été abîmé, peu de ventes à l'étranger à cause de la polémique, ce qui est rare pour un film en compétition à Cannes. Au moment de sa sortie en salle, tous les interviews ont été annulés au dernier moment, malgré l'investissement financier et humain de l'équipe de distribution. L'attaché de presse n'avait jamais vu un boycott pareil. Toutes les instructions ouvertes après le tournage, contrôle de l'inspection du travail sur les conditions de tournage, enquête du CCHSCT ont été refermées. Il n'a pas été constaté de manquement au code du travail. Le procureur a fait des vérifications auprès de la jeune actrice et de sa mère à propos de la scène et de son signalement de gestes déplacés. C'est la procédure normale quand il s'agit d'une mineure et cela prouve que les choses fonctionnent. La jeune fille a confirmé qu'elle n'avait pas eu de problème avec la scène. Elle l'a redit à la conférence de presse à Cannes. Elle a même écrit une lettre pour nous soutenir là-dessus. Elle n'a pas donné de suite judiciaire à son signalement. L'année que nous avons traversée avec ma productrice a été terriblement violente et nous a par moments dépassés, mais nous avons fait front ensemble. Pour finir, je ne sais pas à quel titre je suis convoquée ici. J'espère qu'il s'agit de réfléchir ensemble à faire évoluer le secteur. Ça a été le travail de ma vie.
J'espère que ma parole, mon témoignage contribueront à éclairer votre réflexion sur les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés en tant que cinéastes. On fait des erreurs dans la vie, nous avons à améliorer nos pratiques collectivement, mais n'oubliez pas que le cinéma d'auteur est aussi un garant contre la vision formatée par les plateformes et les algorithmes. Pour ma part, cela fait 1 an et demi que je me remets en question et que je réfléchis à trouver les outils pour mieux travailler. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce propos liminaire. Est-ce que Mme Pérez, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y, ça c'était la prise. Comme j'ai pas préparé, parce que j'ai su que peut-être j'allais être questionnée ce matin, je préfère que vous me posiez des questions. Si, voilà, je réponds à toutes vos questions. Très bien. Monsieur le rapporteur, Erwan Van. Oui. Merci pour votre témoignage. Merci aussi de nous avoir transmis les films qu'on a pu visionner, et on a également pu visionner la scène. Rapidement, avant de vous poser des questions, le film que vous nous décrivez, le tournage que vous nous décrivez, concentre tout un tas d'interrogations sur la façon dont le cinéma se fait en France. Et c'est pas sur votre personne nécessairement que j'aurai des questions et des interrogations. On voit la difficulté que c'est de monter un film, que c'est beaucoup de temps, que c'est beaucoup de recherche de financement, que ces financements sont fragiles et que le moment où on va tourner, avec ces moyens parfois qui sont des moyens réduits, rendent les choses difficiles. Et les tensions qu'il y a pu avoir, visiblement, elles sont aussi le fait de cette difficulté, parce que si vous aviez eu X jours de tournage en plus, par exemple, peut-être que vous auriez dû moins courir sur un beau temps, un soleil, on sait que ça aurait pu arriver. Mais on va échanger. Moi, j'ai une question très concrète. La scène incriminée, on l'a vu, c'est effectivement pas une scène qui choque. C'est pas une scène qui choque. C'est une scène qui démontre quelque chose sans rien montrer, qui peut choquer si on est un peu moraliste, mais si on prend 2 adolescents qui sont dans une relation, on se dit c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus choquant. Par contre, dans le reste du film, il y a des scènes un peu plus choquantes, comme la scène d'amour dans la voiture des 2 femmes, enfin choquantes, qui pour le coup elles se touchent, elles sont nues toutes les 2. Elles sont torse nu, oui, tout à fait. Oui, mais voilà, mais on voit des 2 actrices, on voit leur sein, et elles se touchent, et la scène a un certain réalisme, voilà. Donc, moi, ma première question, c'est cette scène était écrite dans le scénario, elle a eu l'autorisation, elle était décrite. Bon, comment vous l'avez travaillée? Comment vous avez travaillé cette scène pour qu'elle se passe bien, pour qu'on arrive à ce résultat? Est-ce que vous avez parlé de coach à un moment donné? Est-ce que vous avez eu un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité pour travailler cette scène? Et après, je rebondirai pour la mettre au regard justement de la scène incriminée. Je fais juste un petit commentaire. Ah, pardon. Juste une petite remarque, les actrices sont majeures, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autorisation à demander pour cette scène. Les 2 étaient majeures? Oui. Ils ont 23 ans. 19 et 23, ouais. Ok, effectivement. Dans le film, elle joue des mineurs, donc j'avais... Elles ont 23 ans et 20... C'est ouvert? Je sais pas. Elles ont 23 ans, je crois, et 21 ans, et elles sont vraiment actrices. Il y en a une qui sortait du conservatoire et l'autre qui... Voilà, donc néanmoins, non, c'est intéressant parce que, justement, on avait un coach pour travailler avec les actrices, notamment aussi un coach physique, parce que vous avez vu, il y a des scènes où il y en a qui sont sous l'emprise de la drogue, donc il a fallu travailler pour comprendre, enfin, arriver à cet état, évidemment. Mais sur cette scène, on a répété ensemble avec les actrices. À l'époque, moi, j'avais pas encore à l'esprit que c'était dans les pratiques le coach d'intimité. C'est vrai, je pensais que l'intimité, c'est moi le metteur en scène qui l'avait avec les acteurs et qui voilà. Et on a travaillé, on a répété. Après, je leur ai expliqué comment la scène allait être tournée et j'ai inventé peut-être quelque chose. Alors, je sais pas si c'était. Je leur ai dit.
de me préparer, elle, la scène. C'est-à-dire que ça, je leur dis, voilà, ça va être dans la voiture, donc de toute façon, on va tourner, on va faire 3 prises, pas plus. Ça, c'était défini, qu'il y aurait maximum 3 prises. Que de toute façon, dans la voiture, c'était une scène, c'était assez acrobatique, donc il y avait un côté un peu drôle dans la façon dont elles arrivaient à faire l'amour à cet endroit. Et je leur ai demandé de me proposer pour voir jusqu'où elles allaient. Mais de toute façon, je leur avais dit que la scène était très courte et qu'elle serait quand même coupée. Voilà, c'était les prémices, le premier baiser. On commence à se déshabiller, on s'embrasse et on bascule. Voilà. Donc c'est elles qui ont fait la proposition qui est à l'écran. J'ai voulu travailler de cette manière-là sur ce tournage. Voilà. Donc on est d'accord, cette scène était écrite au scénario et vous avez eu ce dialogue avec les comédiennes et elles étaient d'accord, enfin tout ça, il n'y a pas eu de souci, voilà, sur ce sujet-là. Et je peux parler aussi d'une autre scène, par exemple, qui est la scène où la maman fait l'amour avec et voilà, c'est une scène qui est, par exemple, extrêmement... On en a parlé à la conférence à Cannes, parce qu'on a posé cette question sur les coordinateurs d'intimité. Et je sais que l'actrice a dit, mais moi, c'est la première fois qu'elle avait tourné avec moi déjà dans La Fracture. Là, c'est la deuxième fois qu'elle tourne avec moi. Et on a un rapport vraiment de grande confiance. Et la scène est extrêmement pudique aussi. Et je suis allée vraiment jusqu'où elle voulait bien m'accorder. J'allais dire, voilà, elle retire son haut, elle reste en soutien-gorge. La scène est très pudique. L'acteur, d'ailleurs, qui a tourné avec elle, s'est mis à pleurer pendant la scène parce que je pense qu'il y avait un degré d'émotion. Et donc, je pense que c'est pareil, c'était un rapport totalement de confiance et elle m'a donné ce qu'elle voulait bien m'accorder, mais ça n'a pas été plus loin. Par exemple, je n'ai jamais forcé à ce que la scène aille plus loin. Je trouvais que, j'allais dire simplement, ce mouvement de bascule qu'elle a avec lui et de retirer son haut était très, 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 très érotique et très beau et très... Voilà. Et si je peux rajouter quelque chose, moi, c'était assez clair que pour elle, elle ne voulait pas de coordinateur d'intimité. C'est-à-dire qu'elle, on en a parlé après, au moment de Cannes, et qu'elle n'aurait pas fait cette scène avec quelqu'un d'autre qu'avec Catherine. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Dans les propositions sur lesquelles on réfléchit, il y a le fait de proposer de manière systématique en amont un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité, ce qui rend la liberté aux personnes de refuser ou d'accepter. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment on fait s'il y en a un qui veut et l'autre qui ne veut pas. Mais enfin, moi, j'imagine que dans ces cas, c'est celui qui veut qui gagne. Mais voilà. Donc ça fait partie des propositions sur lesquelles il faut qu'on travaille. Est-ce que tu voulais poursuivre le raisonnement après? Moi, j'en ai... Oui, juste donc, pour revenir sur cette scène de masturbation qui est évoquée, on comprend, on comprend, mais on sait, vous le dites, et je crois qu'on ne va pas revenir sur votre parole, il n'y a pas eu de nudité complète, vous l'avez dit, Madame Pérez. D'ailleurs, s'il y avait eu, on aurait eu un cas grave, parce que là, on aurait eu, pour le coup, quelque chose qui était bien plus grave. Donc, cette scène-là, pour revenir sur l'historique, au moment du dépôt de l'avance sur recette, est-ce que la scène y est ou pas? Elle y est dans une version beaucoup plus crue et beaucoup plus... voilà. C'est-à-dire que c'était vraiment une scène d'agression sexuelle. C'est-à-dire, oui, il forçait vraiment la jeune fille à lui faire une caresse et elle finissait par terre dans l'herbe en pleurant. Pareil, l'idée, c'était de simuler. Hein, en tout cas, c'était comme ça. Et les premiers, avec France 3, qui n'aimaient pas cette scène. Et donc, on en a parlé à Catherine. Moi non plus, je comprenais pas pourquoi, d'un seul coup, il devait y avoir, alors que cette relation entre les deux ados était plutôt jolie. Et pourquoi ça? Et Catherine a réfléchi et elle a décidé d'enlever la scène. Donc, au moment où on dépose le dossier, il n'y a pas la scène. Alors après, il y a des versions qui ont circulé du scénario. Moi, c'est compliqué. Les versions du scénario circulaient depuis le mois de mai, juin. Donc, on dépose, je crois, à la Driette fin juillet. Voilà, une version où il n'y a plus cette scène parce qu'elle ne doit pas y être. Voilà. Au CNC, quand on a eu l'avance sur recette, au mois de mai, elle était plus crue. C'était pas la même scène.
Après, tu expliques. Comment dire, le couple là, des deux jeunes, là, ils s'entendaient super. Ils jouaient super bien ensemble, il y avait un truc vraiment, vraiment chouette. Et je me suis dit que j'avais quand même envie de montrer qu'est-ce que c'était que cette injonction pour les garçons un peu à la virilité. Et comme ils sont dans une fête, le mec, il veut jouer au grand, il veut, voilà, donc il est maladroit et tout. Voilà, donc je me suis dit, tiens, Sarah, comme ils s'entendent bien, comme ils jouent bien ensemble, comme c'est pas une petite fille de 12 ans, elle est quand même super vive, elle est, voilà, je leur ai dit, est-ce que, voilà, j'avais écrit ça avant, mais j'ai envie de le faire d'une manière beaucoup différente, beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins violente, avec cette maladresse, et en même temps, on sent effectivement qu'il la met voilà, qu'il la met mal à l'aise, quoi. Donc voilà, la scène est revenue comme ça, parce qu'évidemment, quand on est réalisateur, c'est vrai, hein, on a des trucs qu'on lâche pas, mais on essaye de les faire de manière différente. C'est-à-dire que jamais je me serais mis dans l'idée de prendre une jeune fille et de lui faire une scène qui allait la traumatiser, la brusquer, enfin, c'est pas dans ma cosmogonie, enfin, je sais pas comment dire, ça m'est jamais arrivé. Je fais des films depuis tant d'années, j'ai jamais fait des films porno, jamais fait des choses, voilà, dégueulasses. Donc, non, voilà, je me suis dit, bon, voilà, ils sont d'accord, et ça les a fait marrer, ils ont dit, bon, on y va, on l'a fait rapidement, et puis ça s'est bien passé, quoi, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas dû le faire, je le reconnais que, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, la scène qui n'est pas dans le film, final, c'est pas, enfin, moi c'est un jugement, hein, je le dis, c'est pas le geste de la masturbation qui est choquant, c'est l'attitude du garçon après le coup de téléphone. C'est ça qui est violent, qui est extrêmement violent à l'égard de ce que peuvent être les mecs parfois vis-à-vis des jeunes femmes. Et donc voilà, bon. Donc ce qui vous a été reproché en fait, c'est de ne pas avoir demandé l'autorisation. Et ça c'est normal puisque vous auriez dû effectivement demander l'autorisation. Vous avez fait une proposition sur laquelle j'aimerais bien rebondir dès maintenant parce que je la trouve assez intéressante et qui est sans doute peut-être assez adaptée à la façon dont les films en France se tournent. Vous l'avez dit, vous aviez un scénario, premier scénario, vous êtes revenu sur le scénario avec une discussion avec vos financeurs, et c'est tout à fait logique. Et en cours de tournage, vous trouvez l'intérêt de refaire une scène. Et c'est vrai que dans d'autres cinémas, ce qui est écrit est écrit, c'est signé et il n'y aura pas de changement. Et on a bien vu, et ça peut être source de sujets dans certains films, que ça pouvait arriver fréquemment, que les réalisateurs rajoutent des scènes, on enlève, les transforme. Comme on est de plus en plus, et je pense que vous comprenez cette volonté que nous, législateurs, avons d'encadrer, de protéger, que ce soit les femmes majeures, les hommes majeurs ou les mineurs, ça peut poser un problème. Alors, vous avez émis quelque chose qui est intéressant, l'idée d'avoir en urgence la possibilité de changer. Alors, l'urgence est à définir, ça peut peut-être pas être dans l'heure, mais sur un plan de tournage, vous dire, ah bah tiens, on va la faire parce qu'ils sont d'accord, est-ce que on peut faire un dossier? Comment vous imagineriez ça? Et bon, là vous l'avez oublié de le faire, vous l'avez admis. Vous avez admis. Mais si ça existait, complètement la responsabilité de ce manquement administratif. C'est-à-dire que j'ai fait confiance à Catherine et je me suis dit, elle m'a expliqué comment elle faisait comment elle voulait tourner la scène et j'ai dit ok, voilà. Donc j'endosse cette responsabilité. Maintenant, peut-être qu'il faut juste écrire. C'est simplement, je crois que c'est une commission qui se réunit avec, voilà. Donc ça sera compliqué d'avoir ça paraît difficile. De pouvoir avoir une réponse, mais je ne sais pas. Après, ça, c'est de l'organisation et je ne sais pas si c'est possible. Mais s'il y a un coach d'intimité, ça simplifie tout, en fait. En tout cas, là, avec des... Pardon, excusez-moi, c'est moi qui vous ai coupé le micro. Enfin, en tout cas, avec des mineurs, je crois qu'en tout cas, moi, je ne tournerai plus de scènes à caractère sexuel sans la présence d'un coach d'intimité. Voilà. Oui, mais je pense que c'est bien. Est-ce que vous pourriez éteindre votre micro? Nos excuses, mais les micros ne fonctionnent pas ensemble. Non, par contre, moi, je trouve que c'est sûr que pour les mineurs, c'est hyper important d'un coach d'intimité. Moi, je trouve ça finalement, quand je pense, je trouve ça très bien parce que ça permet de discuter avec eux en amont, de désangoisser sur des choses ou même de
même sur la gêne, etc. Je suis sûre que ça, c'est une... Voilà. Sur les scènes, je trouve, avec les acteurs... J'ai écouté un coach ou deux d'intimité et moi, j'ai pas envie d'avoir le meilleur angle pour me dire que telle scène, on va croire à telle chose, etc. Moi, je découpe pas comme on fait une cascade de voiture, une scène d'amour. Donc, je m'en fous, je préfère être maladroite, je préfère que ça soit, j'allais dire, humain, mais j'ai pas, je veux pas qu'un coach d'intimité me serve à me dire que je vais filmer la scène de la meilleure façon, etc. C'est pas ça, moi, qui m'intéresse. C'est que les gens soient à l'aise dans ce que je leur propose et dans ce qu'on va essayer de faire ensemble. Et en général, on travaille avec les acteurs là-dessus. Ils donnent aussi leur avis. C'est pas je vous dis, c'est pas les acteurs, c'est pas des objets. C'est comme dans n'importe quelle scène. Ils ont leur mot à dire, ils ont leur façon de voir les choses. Voilà, ça les intéresse Après, un coach d'intimité, c'est pas forcément vous indiquer l'angle de la caméra. Ouais. Hein, c'est surtout essayer de voir un peu quels gestes seraient acceptés par les uns et par les autres et quels gestes ne sont pas acceptés en amont, de sorte qu'il n'y ait pas sur le moment du tournage de la scène des gestes qui seraient pas acceptés par l'un des deux, en fait. C'est plus ça que vous dire à vous, réalisatrice, quel angle prendre. Après, s'il y a un ou une actrice qui veut pas vraiment, par exemple, montrer son sexe ou j'en sais rien, ça rentre, il devient négociateur, mais c'est surtout essayer de comprendre quelles seraient les limites dans lesquelles... Enfin, moi, si une actrice me dit qu'elle veut pas montrer, je vais pas négocier, je vais dire, ok, on ne fait pas. Oui, mais comprenez aussi qu'en tant que réalisatrice, c'est pas la même chose que de le dire à une personne coach extérieure. Elle peut aussi avoir peur de vous le dire. Enfin, ça peut arriver. Oui, je comprends. C'est vrai. Alors, une dernière question, puis après moi, j'ai changé. Vos scènes, quand il y a des scènes d'intimité, elles sont écrites à quel niveau dans le scénario? Jusqu'à quel degré? Est-ce que c'est très précis? Parce que la question de Madame la Présidente est très juste. Vous pouvez voir, et c'est souvent dans les scénarios français, ils font l'amour, scène d'amour. Quand vous êtes la comédienne et que vous devez décider de signer ou pas le contrat, si on vous dit scène d'amour, voilà, on peut voir comment on va la faire, mais si c'est très décrit et puis que vous voyez que la scène c'est une fellation violente, excusez-moi de l'expression, enfin voilà, vous n'avez peut-être pas envie de le faire le film. Donc comment on gère ce travail qui est le travail de la volonté légitime pour avoir un propos, un récit du réalisateur et de la comédienne ou du comédien pour que tout ça fonctionne et fonctionne bien sans comment dire, sans violence pour les uns pour les autres et d'autant plus, je le replace dans le contexte d'un plateau, d'un film où les temps est compté, où le stress est parfois, et vous l'avez décrit, extrêmement fort de toute l'équipe. Voilà. Bon, moi, c'est la lumière. Je fais pas de fausses trucs, c'est-à-dire je veux pas faire marquer les scènes d'amour et après il va y avoir un truc cru à faire. Je veux dire, soit c'est déjà écrit. C'est vrai que j'ai remarqué que dans les scénarios, avec le temps, depuis que je fais des films, il y avait une espèce de pudeur peut-être au début et on écrivait simplement « ils font l'amour ». Et puis tout d'un coup, on s'est mis à détailler plus, c'est-à-dire qu'il la renverse ou elle le renverse, enfin voilà, les choses ont été plus développées. Maintenant, je vois quand on écrit, on essaye vraiment de raconter exactement le plus proche de ce qui va se passer. Et après, on en parle avec les acteurs. Moi, ça m'est arrivé même de pouvoir montrer même des scènes d'autres films en disant voilà, ça va être à peu près dans ce style-là je vais essayer de filmer cette scène, etc. Mais c'est sûr je pense que, je ne sais pas si ça venait de la pudeur ou je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a eu des moments où il m'est arrivé, moi, de pas trop savoir comment dire les choses, les acteurs non plus, on est un peu gênés, puis voilà, on s'apprivoise les uns et les autres et qu'on est dans un mode où on cherche ensemble, mais en étant un peu... Il y a beaucoup de gêne. Maintenant, je pense qu'on arrive plus à se parler, à avoir des contrats et à définir en amont vraiment comment les scènes vont être abordées. Bon, déjà, je pense qu'il y a eu quand même une évolution par rapport à ça, parce que les acteurs n'ont pas envie, justement, de se retrouver dans des situations ou avec un acteur. Donc, voilà, donc ça se parle plus qu'avant, quoi. Vous vouliez compléter ? Non
Tu veux continuer ou... Comme tu, pour continuer, ou vas-y, comme ça on alterne. Comme ok, tu veux, comme j'alterne et voilà, je pose la question et après tu reprends. Alors moi, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui me semble assez fort, c'est le fait que... Enfin non, je vais le dire autrement, pardon. Dans les auditions, on a entendu beaucoup des témoignages des victimes, et particulièrement des femmes. Et dans tout ce qu'elles racontent, de la violence qu'elles subissent sur l'ensemble des tournages, on a l'impression quand même d'une forme de caractère systémique de ces violences faites aux femmes. Du coup, il y a une espèce de fossé entre ce qu'elles disent et ce que vous nous dites de ce qui s'est passé et de ce qu'on a lu aussi de ce qui s'est passé sur le plateau. Parce qu'en fait, il y a eu cette supposée agression sexuelle d'un régleur de cascade, d'après ce que je comprends, c'est ça ? Un chef opérateur de geste présumé déplacé. Geste présumé déplacé. Je peux vous expliquer la situation, je ne sais pas si c'est... Oui, expliquez-la, puis après je rebondis. La situation, c'est en fait, elle vient me voir 8 jours après le tournage de cette scène, et elle me parle d'une scène qui s'est passée donc 8 jours avant, une scène qui est dans le film, qui est cette scène où elle est poursuivie par les deux personnes qui veulent récupérer leur portefeuille. Et donc, elle est coincée contre un mur. Et voilà, elle vient me dire qu'il lui semble que... elle ne voulait pas m'en parler, mais on lui a dit de le faire. Et il lui semble que le cascadeur m'a frictionné le dos et une fois, il m'a mis une main aux fesses. Voilà son témoignage. Mais c'est derrière, je ne veux plus en parler. Voilà. Donc ça, c'est la situation. Moi, j'ai tout de suite fait une enquête interne. J'ai interrogé tous les gens qui étaient présents sur le plateau à ce moment-là. Enfin, 7 personnes. Tous n'ont rien vu. Enfin, non pas... voilà, et puis... c'est entre les prises. En fait, elle était projetée contre le mur, et je crois qu'il... Alors ça, je pense que c'est parce qu'aussi on avait peur qu'elle se fasse mal, donc j'imagine... là, c'est moi, hein, je n'étais pas présente à ce moment-là. Donc, et lui, il m'a dit que oui, il avait peur qu'elle se fasse mal, et voilà, il a dû mettre la main dans le dos, et puis voilà. À un moment, ça a peut-être ripé, mais il n'y avait pas... Moi, en tout cas, je n'avais pas de preuves. Les témoins m'ont dit qu'ils n'ont rien vu. J'ai peut-être pensé qu'il s'agissait d'un geste dans la scène qui était un peu dur à jouer pour elle, quoi. Voilà, qui a pu être mal interprété. Et voilà. Et... Parce que j'ai l'impression que de cela, en fait, de cette espèce de situation où il n'y a pas eu d'actes qui ont été posés sur ce moment-là, a découlé derrière tout un tas de conséquences. En tous les cas, vous le présentez comme ça, et à la lecture de ce qu'on a pu avoir comme élément, ça semble assez crédible. C'est-à-dire que de là, tout a été mis à charge, en quelque sorte. C'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tout ce qui a pu se passer sur le tournage a été mis à charge. Du coup, si vous deviez refaire cette scène-là, comment vous géreriez pour qu'il y ait un cadre qui soit posé dans le cadre de la parole qui a été posée, de la situation telle que vous la connaissez? Qu'est-ce que vous auriez pu, aujourd'hui, avec le recul, faire différemment? Là, en l'occurrence, on est avec un régleur de cascade qui règle une cascade avec... Les 2 acteurs sont des cascadeurs pour pas... Voilà, on a vraiment préparé cette scène. C'est pas... Non, c'est la jeune actrice. Et elle est plaquée au mur par des cascadeurs, dont le fils du régleur. Et c'est le régleur qui réglait la cascade. Et c'est le régleur qui a été accusé. En fait, moi, j'avais demandé à ce qu'elle ait un... Comment on appelle ça ? J'avais demandé à ce qu'elle ait une protection. Une coquille. Parce que comme elle descendait des escaliers, elle pouvait être brutalisée en étant secouée contre le mur, donc je voulais qu'elle ait une protection. Alors je n'ai pas compris, comme ça se passe souvent sur les plateaux, elle revient, elle n'a pas de protection. Alors je dis mais pourquoi elle n'a pas de protection? On me dit finalement, vu comment elle est habillée, on ne peut pas lui mettre la protection. Alors,
comme d'habitude sur les tournages, je dis, enfin, je comprends pas, on en a parlé, puis maintenant, on peut plus la mettre. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi. Donc, à un moment, on peut pas la mettre, on peut pas la mettre. Donc, pourtant, j'avais bien prévu qu'elle ait son suite, etc. Bon, donc il me dit, mais t'inquiète, je m'en occuperai, quoi. Donc, c'est vrai qu'après chaque fois qu'elle était propulsée contre le mur, il avait à charge je sais pas, de voir qu'elle s'était pas fait mal et donc de lui frictionner le dos. À partir de là, voilà, c'est tout ce que moi j'étais là pendant la scène. On n'a pas fait la scène beaucoup de fois parce que c'était violent justement et que surtout qu'elle risquait aussi en courant de tomber. Et on a dû faire la scène, je sais pas, 3 ou 4 fois. Et c'était très bien tout de suite. Et voilà, donc entre les prises, il s'est passé ça. On était sur le plateau. Entre les prises, moi, j'étais pas tout le temps. J'allais juste voir la jeune fille pour lui dire ça va, c'est pas trop dur. Est-ce que tu es sûr qu'on peut refaire une prise? Et à un moment, justement vers la troisième, elle m'a dit moi, je voudrais qu'on arrête. Je lui ai dit ok, on arrête. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et apparemment, il y a eu ça, mais moi, je ne l'ai pas vu dans tous les cas. J'ai pas vu. Voilà. En tout cas, ce que je peut-être gérerais différemment, c'est qu'elle m'a demandé à ce que ce soit confidentiel. C'est-à-dire que moi, elle m'a vraiment demandé d'en parler à personne. Et je pense que mon erreur a peut-être été là, c'est qu'il y a eu des rumeurs qui ont commencé à circuler de viol. Voilà. Et j'ai pas su entendre cette rumeur. Une fois, j'ai entendu, voilà, j'ai pas su entendre ça. Et une fois que j'ai entendu et que j'ai essayé de vouloir dire, mais attendez, non, il n'y a pas de... C'est pas... Voilà, c'était trop tard, c'était la fin, il y avait déjà l'inspection du travail, etc. Donc, voilà. Oui, mais peut-être que... Parce que là, vous disiez, il était prévu une coquille, il n'y avait pas de coquille, bon, tout ça. Peut-être que là, on aurait pu poser un acte qui était, en l'absence de coquille, on ne touche pas les fesses d'une mineure, enfin d'une femme d'ailleurs, ou d'une personne d'ailleurs, quelle qu'elle soit, mais voilà, ou alors on le prévoit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui me semble être au cœur du truc. Et donc, comme il n'y a pas eu de mots qui ont été posés sur ce qui s'est passé, en fait, le truc est parti. Et je vois à peu près comment ça a pu partir, parce que dans ces cas-là, en plus, c'est le bouche à oreille. Et comme il y a moitié sous le sceau de la confidentialité, du coup, on ne peut pas forcément en parler. Moi, je pense que dans ces moments-là, et pardon, parce que ça peut peut-être paraître un peu comme une consigne, mais dans ces moments-là, il y a à poser des mots très clairs et puis quitte à faire même un écrit, c'est-à-dire de dire s'il y a de nouveau cascade, il n'y a aucun contact physique de la taille jusqu'à mi-cuisse et point, et ça se discute pas. Ou... Non, c'est possible ça ou pas? Des fois, c'est compliqué. Par exemple, vous avez un acteur, un petit garçon, une petite fille qui doivent tomber dans l'eau. Le cascadeur les retient des fois par une jambe, par le slip. Voilà, il y a des moments... J'en sais si, quand tu fais tu dois tomber dans la... Tu vois, je pensais à un film et tout. Tu as un acteur qui doit tomber du haut de la falaise dans une rivière. Tu as un cascadeur qui s'en occupe. Tu vois, il y a des moments où un cascadeur, il est amené comme en danse ou etc. Les gens peuvent être amenés à se... Oui, mais ça, on a eu une discussion très intéressante avec l'école du cirque, avec l'Institut du cirque, je ne sais plus quel était le Centre national du cirque, des arts circaires, qui disait que justement, il y avait aussi, c'était une réflexion qu'ils avaient parce que lors des sauts, etc., eh bien, il y avait eu des élèves qui s'étaient plaintes de gestes systématiquement déplacés pour les parades, c'est-à-dire pour les récupérer. Donc là se trouve une zone qui peut être compliquée entre d'un côté la réelle sécurité des personnes et de l'autre, profiter pour faire des choses qui soient pas tout à fait correctes ou pas acceptables en tous les cas par la personne qui les reçoit. Donc en fait, il y a quand même un cadre à poser dans ces moments-là, quoi. Je pense que probablement oui, et je pense qu'il y avait une réelle inquiétude du cascadeur. C'est ça qui est terrible finalement, parce que cette inquiétude s'est retournée contre lui. Mais oui, je pense que maintenant, même lui, il sera beaucoup plus, il sera très vigilant là-dessus, et moi aussi. Voilà. Mais en tournage, on apprend. Moi, j'ai 60 ans et j'apprends encore à chaque tournage les problèmes qui arrivent. La parole au rapporteur pour dire que, en fait, quand une femme a comme
histoire, un combat pour l'égalité femmes-hommes, on lui pardonne encore moins et on laisse encore moins passer les choses. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et même, j'en suis très intimement persuadée au sens premier du terme. Donc là-dessus, j'ai pas de doute. Mais ceci dit, ça n'empêche pas quand même l'exemplarité, quoi. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. C'est une question que je voulais vous poser à la fin, mais je peux le faire rapidement maintenant. C'est comment vous estimez, pourquoi vous estimez que tout a dérapé sur ce film? Qu'est-ce qui fait que ça dérape complètement? Et je reviendrai après à la question que je voulais vous poser là, mais je pense qu'elle est pas mal par rapport au sujet. Et est-ce que aussi par rapport à votre histoire et à vos films précédents, où effectivement vous êtes sur ces combats-là, on peut pas vous l'enlever. Est-ce que vous estimez que cette exemplarité que vous n'avez pas eue, vous l'avez payé peut-être plus cher parce que justement vous avez ce combat chevillé au corps par ailleurs? Ouais, mais c'est compliqué parce que je veux pas justement, je veux pas me positionner comme victime. Je ne veux pas. J'ai eu de la chance d'arriver à faire autant de films. Je veux pas non plus être indignée. Ça ne sert à rien. J'essaye de réfléchir parce que je sais que j'ai tendance effectivement à des emportements. Je sais que un plateau est un endroit aussi où on peut accepter des choses d'un metteur en scène et qui sont pas acceptables. Et je le dis la plupart du temps quand des camarades me rapportent des choses, je suis effrayée parfois par des choses que j'entends. Donc je voudrais absolument pas me retrouver dans cette position. Donc je sais que j'ai vraiment des efforts à faire, mais de maîtrise par rapport à mes débordements, qui sont des débordements, j'allais dire, mais purement... c'est jamais des colères vraiment destinées à mettre mal à l'aise quelqu'un. C'est parce que je veux obtenir quelque chose ou qu'on n'y arrive pas, ou que c'est émotionnel, quoi. Donc est-ce que j'ai plus cher payé? Oui, j'ai été observée d'une façon, et moi ça m'a même surprise d'être observée de cette façon, comme si j'étais... Alors déjà, on nous a fait des réflexions que j'ai trouvées presque à la limite de la lesbophobie, parce qu'on était ensemble et qu'on était soi-disant des femmes de pouvoir. Je me sens malheureusement pas autant une femme de pouvoir que ça. Si on avait d'abord été des femmes de pouvoir, je pense qu'on n'aurait pas eu cette amende aussi terrible, qu'il a fallu vraiment nous abattre. Donc non, après je trouve que, ouais, évidemment, je peux toujours dire que c'est injuste. Pour certains, c'est comme ça. Mais je continuerai à penser qu'il faut travailler ensemble, que la transmission, c'est important, que je me sens pas ni une vieille féministe, ni une jeune féministe, mais je me sens toujours d'actualité avec tous les combats qui sont menés aujourd'hui. Donc et j'essaierai de veiller à ce que sur les prochains tournages, s'il y en a... tout se passe, ce qu'on a prévu, tout se passe le mieux possible et qu'on se parle le plus possible et que surtout on ose parler. Ce que je me suis rendu compte, c'est que et c'est ça qui a été aussi très troublant, c'est que parce que j'aime tellement pas justement les choses hiérarchiques, je me suis rendu compte qu'en fait les gens n'osaient pas me parler. Parce qu'effectivement, avec le temps, je suis devenue peut-être quelqu'un où les gens... je suis une vieille réalisatrice avec lesquels ils se disent, on ne va pas lui parler comme ça. Alors que pour moi, je n'ai pas de ces réflexes-là. Donc je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut... Pardon. Non, je voulais juste rajouter une chose. C'est la première fois quand même, moi, en 25 ans, que j'ai affaire à une ou deux personnes qui ne veulent pas dialoguer du tout. Et j'ai essayé, je crois que je suis quelqu'un d'assez... dans le dialogue, enfin je sais pas, je ne suis pas, je suis assez douce et même des fois trop. Mais donc je n'avais jamais été confrontée à une telle... fermeture, quoi, de dialogue. Et moi, je trouve que il faut parce qu'il y a des choses qui sont pas graves et un tournage, c'est fragile quand même. Si des choses se disent à l'extérieur, elles sont déformées. Enfin, on sait que ça peut être déformé et que ça peut, Donc, j'aimerais qu'on arrive avec les techniciens. Et moi, j'ai toujours
œuvrer pour ça, quoi, d'être dans un rapport de confiance, de dialogue, on se dit les choses. Moi, j'ai un technicien qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit « Ah non, mais moi, on m'avait dit qu'on ne parle pas au producteur, mon interlocuteur, c'est l'assistante réelle et le dire de prod. » Et je dis « Mais je suis sur le plateau quasiment en permanence, on va au café le soir où on discute. » Enfin, voilà, donc je pense que ça aussi, il faut que... Ouais, je sais pas, il y a eu quelque chose d'un peu spécial sur ce tournage que je n'avais jamais vécu avec une ou deux personnes très, très remontées. Oui, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire, Madame Corsini, et aussi Madame Pérez, Enfin, Madame Corsini, vous admettez que parfois, sur un tournage, vous pouvez être un peu... alors, je ne sais pas quel est le terme, je vais dire rude, est-ce que c'est le bon terme voilà, parfois on a lu colérique. Bon, colérique, ça vous va? Ok, très bien. Ne me regardez pas avec ces yeux-là. Vous... non, mais je comprends. Non, mais voilà. Je pense que ça a longtemps été un mode opératoire dans le cinéma, et ça me fait rire à certains moments. Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment il s'appelle ce réalisateur qui est décédé, Jean-Pierre Mocky, en gueulant ce pauvre ingénieur du son sur les côtes bretonnes parce qu'il n'était pas là et qu'il fallait tourner parce qu'il y a justement, et c'est pour ça que je repars tout à l'heure, la lumière était là. Bon, ça a fait rire tout le monde, ça a été au bêtisier pendant des années, tous les ans. Sauf que Oui, mais justement, et quand on la revoit en ce moment, on se dit, mais quelle violence. Donc moi, je voulais vous interroger là-dessus parce que vous admettez, ce qui n'est pas tout le temps le cas, des comportements qui ont été, qui sont colériques, qui sont dus. Alors moi, c'est là que je veux avoir. Et vous dites vous-même, je cherche à travailler sur ce sujet pour les prochains films. Est-ce que ces attitudes qui sont assez partagées, on a l'impression quand même, sont... on va faire les 100 ans de la naissance de Piala, là. Donc, vous voyez, on va en reparler de ce genre de choses. Est-ce que c'est le système qui s'auto-reproduit dans cette violence qui est une violence de traitement de management? Est-ce que c'est les conditions de tournage qui rendent difficile, qui mettent des émotions fortes parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de temps, parce qu'on n'a pas... Comment on analyse ça pour le transformer? Parce que c'est quand même intéressant d'entendre une réalisatrice comme vous, qui a fait beaucoup de films, qui a dû en faire beaucoup avec ce mode de management, qui en a payé le prix et qui se pose la question de comment on change. Donc votre avis nous intéresse. C'est pas un mode de... Enfin, tous les matins, vous arrivez sur le plateau, vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie de réussir ensemble les choses, vous n'êtes pas tout de suite... Non, mais je pense qu'il y a des moments où on est débordé parce que quelqu'un comprend pas mal un truc et qu'on voit qu'on va louper... Enfin, j'allais dire, on sait bien que tout se passe entre moteur et coupé et que c'est le moment magique de la prise. Et si entre moteur et coupé, vous avez par exemple... la scène est géniale et tout d'un coup, il y a un mec qui passe dans le champ parce qu'il s'est trompé de porte ou qu'il est rentré alors qu'il n'a pas vu le rouge. Oui, ça m'arrive de dire, voilà, de sortir une insulte, un juron, etc. Donc je me dis, il ne faut plus, de ne pas modérer mon impatience. Voilà. Après, le garçon ou la fille qui a fait ça, je vais le voir, je dis excuse-moi, mais qu'est-ce que tu as foutu, quoi. Mais voilà. Alors, évidemment, je suis pas quelqu'un qui voilà, ça jaillit. Alors il faut arriver à modérer ces jaillissements. C'est souvent parce que vous avez l'impression que vous allez perdre le joyau, le truc que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est parce que c'est pour le travail. Moi, je me souviens d'une fois d'un producteur qui m'a dit mais t'es plus angoissé que nous parce qu'on va dépasser. Parce qu'en général, moi, je dépasse peu, j'essaye de respecter les temps, etc. Mais il me dit, c'était avant de travailler avec toi, il me dit, mais prends ton temps, ne te mets pas en... Voilà, justement, ça va. Et c'est vrai que voilà, je me sens responsable aussi, je me sens beaucoup responsable vis-à-vis des producteurs, bien avant Elisabeth, d'être respectueuse des engagements qu'on me donne au niveau financier, etc. Voilà, mais c'est vrai que je devrais être plus respectueuse peut-être des personnes et de la façon dont on se parle, qui est effectivement parfois, alors peut-être effectivement comme vous dites, rude, et qui sont des façons de faire effectivement qui viennent de loin. Donc c'est un travail compliqué et j'espère y arriver, mais compliqué.
Monsieur le rapporteur, alors là, normalement, c'était 1 heure, donc on dépasse un petit peu. Je vous propose qu'on s'arrête à 15h15, dernier délai, pour pouvoir auditionner les autres personnes. Vous voyez, enfin, on sent bien que, au-delà de votre personnalité, au-delà de ce que vous venez de dire, on sent bien que les tournages sont des moments d'extrême tension. Quand vous rajoutez... non, oui, non, mais non, mais bien sûr, de plaisir, évidemment. Oui, mais évidemment, de concentration. Je dis tension, mais quand je dis tension, je pense, elle peut être émotionnelle, elle peut être de travail, voilà. Mais il y a quand même quelque chose, et tout le monde nous l'a dit, et je l'ai vécu, quelques ressorts qui sont des ressorts tendus. Donc, ça peut conduire à certains moments à ce que des gens se fatiguent peut-être plus vite. Ça peut tendre, en plus, quand vous êtes dans un univers qui parfois reproduit du sexisme ordinaire, que je ne trouve pas tellement ordinaire pour des techniciennes par exemple, ça conduit, on a tous les facteurs de risque. Donc la question qu'on se pose, on parle beaucoup de coordinateurs d'intimité, de coachs pour accompagner les enfants ou d'accompagneurs pour enfants, et moi je me demande si, et là vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être le rôle du producteur normalement, c'est lui qui est responsable de tout ça, ou du directeur de production, de comment on fait, qui peut être cette personne qui fait en sorte de veiller à ce que tout le monde, que tout se passe bien, de repérer que quelqu'un se fait un peu emmerder dans une équipe par l'autre, etc. Comment on gère ce que dans une entreprise font les RH en fait? Comment on gère ça? C'est une question un peu... Il me semble que c'est le travail de la production et de la direction de production, vraiment. C'est-à-dire, nous, sur le tournage, moi, une fois que je suis sur le tournage, mon travail à moi, il est presque fini. C'est-à-dire, j'ai signé les contrats, j'ai fait... les deals sur l'argent, etc. Je regarde les rushs avec Catherine, on discute de l'artistique, mais je suis là pour veiller à ce que les gens se sentent bien, et j'essaye au maximum. Alors je veux le faire encore plus, c'est-à-dire que maintenant je pense qu'il faut que je sois toujours présente. Je pensais qu'à un moment, sur ce tournage-là, je me suis occupée de l'histoire de notre organisation des États généraux du cinéma. Donc au début du tournage, je n'étais pas présente, j'ai fait une erreur. Je ne la referai plus. Voilà. C'est-à-dire que je pense que c'est... De toute façon, c'est notre travail de veiller à ce que tout se passe bien. Quoi. Les techniciens ont peur un peu des producteurs. Mais oui, mais il faut qu'on arrive à casser ça. Il faut qu'on arrive à faire que les gens viennent nous parler. Et moi, sur l'histoire des référents harcèlement, ça, on en a réfléchi là-dessus. Moi, ça me paraît quand même un peu compliqué que ce soit des techniciens. Je trouve que malgré... Enfin, voilà, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Non, mais ça, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Parce que qui est le référent harcèlement, qui a à la fois la légitimité, l'autonomie, la capacité, l'indépendance pour pouvoir faire les signalements, être respecté en tant que tel, etc. Et en même temps, puisse être véritablement protégé lui aussi en tant que dans sa parole. Enfin, c'est compliqué là-dessus. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Qui était le référent VHSS sur le C'était tournage ? la directrice de production. C'était la seule qui avait fait une formation de 3 jours. D'accord. Et aucun technicien n'a voulu le faire. Et moi, je n'étais pas référente, mais à partir du moment où il y a des signalements et où on fait les enquêtes, je suis présente avec elle. D'accord. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est peut-être pas la directrice de production, mais en tout cas là, il n'y avait pas d'autres personnes qui ont voulu endosser ce rôle. Alors, je vais revenir un mot sur les mineurs, parce qu'on nous a dit dans ces auditions et à plusieurs reprises que les feuilles de service des mineurs pouvaient être trafiqués, je vais dire le mot, pour minimiser leur présence, pour minimiser leurs heures de travail. Et en fait, ils travaillent davantage que ce qui est inscrit sur la feuille de service sur les tournages. Donc ma première question, c'est avez-vous été attentive à ces feuilles de service? Première question. Et deuxième question, toujours sur les mineurs, la question des fêtes de tournage ou des pots le soir ou de la consommation ou de toxiques, alcool compris. Est-ce que vous avez eu une politique particulière là-dessus sur votre tournage? Alors, complètement. On est en Corse, on a des routes qui tournent dans tous les sens. Moi, ça fait 25 ans que je vais en Corse et il n'était pas question qu'on organise. En tout cas, moi, la production n'a jamais organisé de fête en Corse sur le tournage. Voilà. Ah, si, une fois, pardon. On a fait une fête dans le camping, mais tout le monde dormait là, dans le camping.
Et voilà, il y a eu un anniversaire, un anniversaire de mariage, et on a fait une petite fête en milieu de tournage. C'est tout. Les mineurs y étaient. Les mineurs... Elle n'était pas là, Esther, je crois. Hein. Je me souviens plus. Ok. Non. Et dans les rumeurs qui sont parvenues jusqu'à nous, parce qu'évidemment elles arrivent forcément, et on nous a dit, alors je ne sais pas si c'est une rumeur ou pas d'ailleurs, que plusieurs techniciens et techniciennes avaient pris la parole à la cantine pour dénoncer la violence sur le tournage. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous avez souvenir de cet épisode ou pas? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ouais. Vous pourriez nous l'expliquer un tout petit peu? Tu veux le faire? C'était effectivement juste après... Ah, pardon. Merde. C'était effectivement juste après cet incident sur la rumeur sur le viol, après le départ du chargé de casting, où plusieurs techniciens se sont réunis pour parler des deux départs et des angoisses qui étaient liées à cette rumeur sur le viol, etc. Donc voilà, ça s'est passé à ce moment-là. Ça s'est passé, alors c'est ça qui était un peu, c'est que l'inspection, en fait, il y a une personne qui a quitté le plateau, et quelques jours après, on a eu l'inspection du travail qui est arrivée sur le tournage. Donc cette prise de parole a eu lieu le lendemain de l'arrivée de l'inspection du travail. Donc moi, j'avais convoqué tout le monde à la cantine pour dire, voilà, parlons de ça, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas compris sur le moment ce qui s'est passé avec l'arrivée de l'inspection du travail. Enfin, j'avais tout ça, je l'explique, mais je vous laisserai mon interview de Mediapart. En tout cas, oui, mais on était déjà embarqués il y avait déjà l'inspection du travail. Et sur les feuilles de service des mineurs? Sur les feuilles de service des mineurs, quand il y a eu le contrôle de l'inspection du travail, on a dit qu'on avait dépassé à certains moments avec la mineure de 15 ans et 9 mois. On a donné les raisons des changements de plan de travail et ça a été entendu puisque j'ai pas eu de suite. D'accord. Dans le film, dans les films d'avant, quand j'ai travaillé avec des mineurs, ils sont pas les rôles principaux. Donc on arrive quand même un assistant, il va vous dire tu peux pas tourner l'après-midi parce que le matin, etc. Mais j'avais pas quelqu'un qui était là en permanence, donc c'était assez simple de pouvoir tourner les 4 heures prévues parce qu'il y avait plein d'autres scènes avec d'autres gens, donc ça se matchait, quoi. C'est quand vous avez un rôle principal tout le temps que là, effectivement, c'est très compliqué, quoi. Monsieur le rapporteur, vous voulez poser une dernière question? Non, je pense moi j'ai fait. Ok. Bon, voilà, on a entendu ce que vous avez dit. Je pense que c'est assez intéressant pour voir comment on peut faire avancer les situations et faire en sorte que il y ait davantage de sécurité pour tout le monde en réalité, hein, sur un tournage, y compris évidemment pour les personnes qui le réalisent, les personnes qui produisent, mais aussi évidemment les acteurs et actrices et les techniciens et techniciennes. Merci beaucoup mesdames pour cette audition. Si vous avez des éléments à nous envoyer, je ne sais pas si vous avez par exemple l'élément de l'enquête ou je sais pas, enfin des choses factuelles, n'hésitez pas à nous les envoyer par écrit et on sort le rapport au mois d'avril.